Bonjour à tous, dans cette vidéo, la deuxième partie sur l'introduction au régime sinusoïdal permanent, nous allons parler des impédances et nous allons faire des associations d'impédances, faire un exemple de l'utilisation de ce modèle de composants linéaires dans un circuit classique RC et nous ferons un petit exercice d'association d'impédances. Afin d'expliquer les impédances, appliquons la notation complexe au dipôle passif récepteur RLC. Tout d'abord le condensateur, nous avons une tension sinusoïdale et un courant sinusoïdal, chacun d'entre eux avec leur propre phase à l'origine, φU et φI. Nous allons transformer cette tension et ce courant en notation complexe et l'appliquer à la formule du condensateur. I égale C du sur dt. En complexe, nous allons obtenir la dérivée égale la multiplication par J oméga, donc JC oméga fois U. Alors je note tout de suite dans cet ordre-là les différents facteurs, J en premier, le condensateur, puis oméga. C'est une habitude que l'on va prendre. On obtient donc U égale 1 sur JC oméga fois I. Si on abstrait la quantité 1 sur JC oméga par un nombre complexe grand Z indice C pour le condensateur, on obtient une écriture qui ressemble à la loi d'Ohm. Et on a ici la généralisation de la loi d'Ohm avec le condensateur. La quantité ZC est appelée l'impédance complexe du condensateur et est égale à 1 sur JC oméga. Si on multiplie par J sur J, on obtient moins J 1 sur C oméga. Le module de cette impédance est égal à 1 sur C oméga et son argument est égal à moins pi sur 2. Le déphasage de la tension par rapport au courant est donc négatif si on prend le courant comme référence. Si on prend la tension comme référence, on va avoir I égale U sur Z. Dans ce cas-là, l'argument de 1 sur ZC est égal à plus pi sur 2 et le déphasage du courant par rapport à la tension va être égal à plus pi sur 2. Tout dépend qui on prend comme référence. C'est dans ce dernier cas que j'avais présenté les choses dans la vidéo précédente, en prenant la tension comme référence, et le courant était déphasé par rapport à celle-ci. Faisons la même chose pour la bobine. U égale L di sur dt en complexe, donc U égale JL oméga fois I. On obtient directement une écriture que l'on peut abstraire par un Z indice L pour la bobine, et on obtient l'impédance complexe de la bobine, ZL égale JL oméga. Là aussi, on peut prendre le module qui est égal à L oméga et l'argument qui est égal à pi sur 2. On retrouve les mêmes paramètres que dans l'explication de la vidéo précédente, en écriture classique de signal sinusoïdal. Enfin, je termine par la résistance, là il n'y a rien de neuf, U égale RI, l'impédance complexe de la résistance, c'est ZR égale grand R. Le module est égal à R, bien entendu, et l'argument est égal à 0, il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension dans une résistance. On a une généralisation de la loi d'Ohm dont je vais parler dans un instant. Dans le cas général, l'impédance va dépendre de la fréquence et va se noter R plus JX. R est la résistance, qui est forcément positive et est exprimée en ohms, et X s'appelle la réactance, peut être positive ou négative. L'apparition de X en partie imaginaire est l'effet du condensateur et de la bobine. La réactance est exprimée aussi en ohms. X peut être négative, dans ce cas-là on va avoir plutôt un comportement capacitif du circuit qui va tendre plus vers un comportement d'un condensateur. Et X peut être positive, on aura plutôt un comportement inductif, donc plutôt comme une bobine. On définit aussi l'inverse de l'impédance, qu'on appelle l'admittance, Y égale 1 sur Z, et qui elle aussi est égale à une partie réelle plus J une partie imaginaire. La partie réelle est la conductance en Siemens, et la partie imaginaire B s'appelle la susceptance en Siemens aussi. On utilise moins la notation admittance que la notation impédance. Attention tout de même à ne pas faire d'erreur sur la détermination de la partie réelle et la partie imaginaire de l'admittance. On a bien Y égale 1 sur Z, donc 1 sur R plus JX. Si on veut retrouver au numérateur une partie réelle et une partie imaginaire, il faut multiplier par le conjugué. Le conjugué d'un nombre complexe A plus JB, je vous le rappelle, est égal à A moins JB. On note le conjugué avec une étoile. Le conjugué a donc l'angle négatif par rapport au nombre complexe d'origine. Dans ce cas-là, le produit de A plus JB fois A moins JB est égal à A carré plus B carré si on va au bout du calcul. Avec l'écriture exponentielle complexe, l'angle s'annule, on trouve bien le module au carré. En appliquant cette formule, on se retrouve avec une partie réelle égale R sur R carré plus X carré et une partie imaginaire moins X sur R carré plus X carré. On en déduit les formules de la conductance et de la susceptance en fonction de R et X. L'impédance permet de généraliser la loi d'Ohm.
Dans le cas général, on a une impédance Z parcourue par un courant I et à ses bornes une tension U. On a donc U égale ZI. Les impédances se comportent comme des résistances. Donc pour l'association d'impédances, on aura les mêmes règles que pour les résistances, en remplaçant R par Z. Je vous rapporte à la vidéo sur l'association des résistances pour retrouver ces règles. Et on va faire un exemple dans un instant. Cette généralisation de la loi d'Ohm avec le condensateur et la bobine nous permet d'appliquer avec ses composants les ponts diviseurs, les théorèmes de superposition, les théorèmes de Thevenin et Norton de manière plus simple et de manière plus générale dans le cas du régime sinusoïdal permanent. Et puis dans un système du premier ordre, on peut aussi déterminer les paramètres de la tension sinusoïdale de sortie en régime permanent. C'est plus simple que de résoudre une équation différentielle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fera dans l'étude des circuits du premier ordre en régime sinusoïdal permanent. Nous allons faire un petit exemple d'association d'impédance. On va associer une bobine, un condensateur et une résistance en parallèle du condensateur. On peut appliquer les mêmes lois que pour les résistances. Donc l'impédance équivalente va être égale à ZL plus ZC en parallèle de ZR. On va commencer toujours à simplifier les associations d'impédance et les circuits à base d'impédance avec une notation en Z. Puis on remplacera les Z par leur formule. On a donc ZL plus ZC fois ZR sur ZC plus ZR. On remplace les Z par leur formule. ZL c'est JL oméga, ZR c'est R et ZC c'est 1 sur JC oméga. On va simplifier la fraction, on obtient JL oméga plus R sur 1 plus JRC oméga. On pourrait s'arrêter là, mais afin de pouvoir identifier une partie réelle et une partie imaginaire, on va devoir modifier la fraction et on va multiplier par le conjugué du nombre complexe au dénominateur. Si on a 1 plus JRC oméga, le conjugué c'est 1 moins JRC oméga. On va se retrouver au dénominateur avec la quantité 1 plus RC oméga carré. On peut dans ce cas-là identifier en bleu une partie réelle et en rouge une partie imaginaire. On se rend compte que la partie réelle est positive et que la partie imaginaire peut être positive ou négative suivant la fréquence. Exemple avec un circuit RC. J'ai en entrée une tension UE sinusoïdale, une résistance R et un condensateur C. Je vais déjà procéder à la transformation du circuit en impédance parce que je suis en régime sinusoïdal. Les composants deviennent ZR et ZC. La tension d'entrée grand E cosinus oméga t devient grand E exponentielle J oméga t. Je prends le déphasage de la tension d'entrée égale 0 afin d'avoir une référence de départ. La tension de sortie grand S cosinus oméga t plus un déphasage phi s devient grand S exponentielle J oméga t plus phi s. J'ai pris grand E et grand S pour les amplitudes afin d'éviter les confusions entre les diverses notations qui se ressemblent. On est en impédance, on peut donc appliquer le pont diviseur de tension. On obtient tout simplement US de T égale ZC sur ZR plus ZC multiplié par UE de T en complexe. On remplace les Z par leur formule et on simplifie la fraction. On obtient 1 sur 1 plus JRC oméga fois UE. US s'écrit S exponentielle J oméga t plus phi s et je peux couper l'exponentielle en deux. Donc S exponentielle J oméga t multiplié par exponentielle J phi s égale donc grand E exponentielle J oméga t divisé par 1 plus JRC oméga. On remarque qu'on peut simplifier l'exponentielle J oméga t à gauche et à droite et on peut facilement identifier l'amplitude du signal de sortie, grand S, comme étant le module du complexe US. Donc le module de E divisé par 1 plus JRC oméga. Le module d'une division de nombre complexe est égal à la division des modules. On obtient donc grand E divisé par racine carrée de 1 plus RC oméga carré. L'amplitude de la tension de sortie dépend des composants et de la fréquence, comme on l'a déjà expliqué précédemment. Le déphasage de la tension de sortie par rapport à l'entrée, phi s, va donc devenir l'argument de E sur 1 plus JRC oméga. L'argument d'une division de nombres complexes, c'est la soustraction des arguments. On va donc obtenir l'argument de E, donc c'est un réel pur positif, son argument est égal à 0, l'angle formé avec l'axe des abscisses est égal à 0, moins l'argument de 1 plus JRC oméga. Là on a un nombre complexe dans le cas général, l'argument c'est l'arc tangente partie imaginaire sur partie réelle, donc moins arc tangente RC oméga. Le déphasage dépend lui aussi de la fréquence. Pour conclure cette vidéo, nous allons faire un petit exercice très simple. Je vous propose d'associer en série une bobine et un condensateur, et grâce au jeu de l'association et de l'impédance équivalente, je vous propose de déterminer la pulsation et la fréquence pour laquelle l'impédance de l'association LC est nulle.
Cette fréquence est dite fréquence de résonance. Les deux composants sont en série, on peut appliquer la formule classique Z égale ZL plus ZC, on obtient JL oméga plus 1 sur JC oméga. On peut mettre sur le même dénominateur, on obtient 1 moins LC oméga carré sur JC oméga. On va noter la pulsation particulière pour laquelle l'impédance est nulle, oméga 0. Donc Z de oméga 0 égale 0. Dans ce cas-là, le numérateur égale à 0. 1 moins LC oméga 0 carré égale 0. On obtient oméga 0 égale 1 sur racine carrée de LC et F0 égale 1 sur 2pi racine carrée de LC. On retrouve ici un résultat que j'ai déjà présenté dans le modèle équivalent d'un condensateur réel et dans le modèle équivalent d'une bobine réelle. J'avais appelé ça la fréquence d'inversion. Si oméga est inférieur à oméga 0 ou F inférieur à F0, le comportement est plutôt capacitif. Le condensateur est prépondérant sur la bobine. Dans le cas contraire, c'est la bobine qui est prépondérante sur le condensateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt pour la suite. Portez-vous bien!